Je viens de terminer un livre, Les Noisettes sauvages, de Robert Sabatier. C'est un livre qui n'a pas un grand intérêt littéraire, mais qui a un intérêt ethnographique, historique. Il a l'avantage pour moi de se dérouler à Saugues, un village de Haute-Loire, qui est le village de certains de mes aïeux. Et donc c'est un jeune garçon qui vit à Paris et qui vient passer l'été à Saugues, qui raconte son été à Saugues. Et j'aimerais en lire un court passage. Olivier atteignit un pli dans la paume du terrain, s'approcha du trou cerné d'herbe sur lequel il se mit à plat ventre. Il éloigna des impuretés de la surface, se pencha et but longuement, comme un animal. Cette eau était étonnamment fraîche, et il y plongea son visage. Quand il leva sa tête mouillée, il sentit qu'on le regardait. Un mouton, frais tondu, attendait son tour pour boire. Olivier tendit la main pour le caresser, mais il s'échappa d'un saut de côté. Puis une rainette apparut au bord de la source et plongea. En revenant vers le pré, il entendit le clocher qui sonnait 5 coups et, se tournant vers le chevrier, il lui cria: C'est 5 heures. Oh, ça, je le sais sans l'entendre. Comment vous faites? Il faut savoir à quelle heure se referment les fleurs, les salsifis des prés, les liserons des champs, les euphorbes et d'autres. Quand l'ombre s'étend, je t'enseignerai. Olivier passa le reste de l'après-midi au bord de la Seuge, à regarder les vairons nager en famille dans les creux d'eau, les loches et les goujons glisser sur les fonds de sable. Il tenta de faire des ricochets avec des cailloux plats, mais de l'autre côté de l'eau, un pêcheur à la poitrine bardée de musettes et de paniers lui signala que cela effarouchait les truites. Pied Blanc courait vers les corneilles, qui, pour se moquer de lui, craillaient. Là-haut, la mémé marchait dans l'herbe, en tricotant, et parfois regardait loin vers la montagne. Quand les vaches, le mufle levé, mirent de la paresse à pâturer, la mémé leur envoyait le chien pour le chemin du retour. Olivier, perdu dans sa rêverie, dut courir pour les rattraper sur le chemin. La solastalgie, c'est un profond désespoir, une détresse existentielle face à la destruction des écosystèmes et de la biodiversité, destruction passée, actuelle, à venir, si on ne change pas de cap. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai grandi à Clamart. Au bout de ma rue, il y avait le bois de Meudon. Et à cette époque, c'était une évidence pour tout le monde que les bois, c'était un terrain de jeu pour les enfants. Et donc, j'y ai passé des heures à grimper aux arbres, à râper des têtards, à ramasser des châtaignes. C'était vraiment extraordinaire. J'avais une autre chance, c'est que j'habitais dans un grand jardin, avec beaucoup d'arbres fruitiers, avec plein de fleurs, avec beaucoup d'animaux. C'était comme une petite ferme. Et puis, il y avait la grande ferme. Tous les ans, avec mes parents et mes frères, on allait en vacances à Goué, dans une ferme, dans la Vienne. C'était un endroit extraordinaire. Il y avait une écurie, une grange, une porcherie, une étable, une bergerie, un puits au milieu de tout ça. Et puis il y avait donc plein d'animaux, évidemment. Des poules, des pintades, des dindons. On gardait les moutons, on rentrait les vaches, on les trayait. En évoquant tout ça, j'ai encore toutes les odeurs qui me reviennent. L'odeur du foin, l'odeur du lait chaud qu'on vient de traire, toutes les odeurs des plantes, l'odeur de l'herbe mouillée. C'était tellement beau. Il y avait des haies partout, des petites parcelles, avec les moutons, avec des cultures différentes, le potager, la mare. C'était magnifique. Grâce à ces 3 lieux, grâce au jardin de mon enfance, au bois de Meudon, à la ferme à Goué, j'ai développé ma sensualité, j'ai développé ma sensibilité, j'ai développé mon attention à travers la contemplation. J'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir
exercer la contemplation. Et tout ça a créé en moi un espace de bonheur incompressible. Quoi que j'ai vécu, quoi que je vive, je garde toujours l'accès, à travers la contemplation, à cet espace de bonheur incompressible, qui est la joie d'être vivante, qui est la joie de la reliance, qui est l'émerveillement devant le vivant. À 20 ans, j'ai quitté Paris grâce à la chanson de Francis Cabrel. Je vis dans une maison sans balcon, sans toiture, où il n'y a même pas d'abeilles sur les pots de confiture. J'étais tellement émue quand j'écoutais cette chanson. Il avait tellement raison. Comment on pourrait vivre dans une maison sans abeilles sur les pots de confiture? C'est juste pas possible. Et donc je suis partie à la campagne, dans plusieurs campagnes. Et puis, à 30 ans, j'ai eu le projet avec une amie d'acheter une maison et je lui ai proposé d'aller à la ferme à Goué pour lui montrer quel était pour moi l'habitat idéal, le lieu le plus merveilleux où on pouvait vivre. Et on est allé à Goué, la chercher, cette ferme, je la trouvais plus. Pourtant, ça ressemblait, quoi. Et ce croisement-là, j'étais sûre que c'était là. Et c'était plus là, je comprenais pas. Jusqu'à ce que on trouve dans l'herbe, par terre, un panneau indicateur avec le nom de la ferme. Elle était là. Elle était là, cette ferme. Mais il restait seulement la grange. Ouais, c'est ça. Le bâtiment, là, avec quelques tracteurs, c'était la grange. Mais il n'y avait plus rien autour. Plus aucun autre bâtiment. Plus aucune vie. À perte de vue, une monoculture. Plus de haies. J'ai avancé. Il restait encore le puits. Il restait encore la mare. La mare où les vaches buvaient en rentrant, avant de rentrer le soir à l'étable. Mais cette mare, elle avait l'air morte. J'ai avancé, j'étais comme une âme errante. J'étais dévastée. Et j'ai fini par voir au loin, il y avait une centrale nucléaire. Je suis seule nostalgique. Dans les années 30, dans le village de mes aïeux, un jeune garçon pouvait écarter les impuretés d'une source et boire comme un animal entre une brebis et une grenouille. Dans les années 70, j'ai pu vivre une enfance où il y avait encore assez de nature pour s'en émerveiller et pour que l'émerveillement imprègne chaque cellule de mon être et crée cet espace de bonheur profond, incompressible, indestructible. C'est désespérant de se dire que parce que quelques humains ont cru que le bonheur dépendait du fric, du pouvoir, on est en train de perdre la conscience du cadeau de la vie et la connaissance que le bonheur, c'est notre gratitude en face de ce cadeau.